François, bonjour à toutes et tous. Je vois que vous êtes déjà presque une cinquantaine à nous avoir rejoints pour ce deuxième webinaire sur les enjeux de la transition numérique des villes. On est très heureux de croiser les questions de numérique et d'environnement. Un sujet qui nous tient à cœur avec l'équipe du PUCA depuis longtemps et qui a déjà commencé à être exploré depuis quelques années, à travers notamment la question de la matérialisation en fait, physique des serveurs, notamment qui permettent cette optimisation numérique et ces services aux habitants urbains en particulier, qui semblent virtuels ou légers, mais qui en réalité ont une dimension beaucoup plus lourde et infrastructurelle, on va dire. Et ça, c'était un premier point d'attention qu'on avait soulevé avec l'équipe du PUCA déjà depuis quelques années, pour essayer de sortir de l'idée que le numérique serait parfaitement inodore, indolore pour les espaces dans lesquels il se déploie. Et puis, au-delà de cette question infrastructurelle, il y a toute la question évidemment énergétique qui sera développée aujourd'hui. On parle beaucoup du numérique comme un dispositif qui optimise les fonctions urbaines, qui facilite le rapport entre usagers, qui favorise une meilleure régulation des systèmes techniques, et c'est sans doute le cas, et souvent le cas. Et d'ailleurs, l'appétence des usagers, quels qu'ils soient, et des services techniques pour ces dispositifs d'optimisation est évidente. Nous en sommes les premiers utilisateurs au quotidien. Et pourtant, cette optimisation peut avoir des effets pervers qu'on mesure rarement ou mal. Et c'était un des enjeux qu'on avait pointé dans le travail de synthèse réalisé par Eulalie Creuset pour le PUCA il y a une petite année maintenant. Et donc, on est très heureux de prendre ce premier thème pour ce cycle de webinaire, le rapport entre le numérique et l'environnement. Vous aurez beaucoup plus de choses à développer que je ne le fais en cette introduction, mais je crois que c'est l'occasion aujourd'hui de creuser un peu ces questions, de voir aussi si on a besoin de les approfondir, peut-être avec des travaux français, peut-être avec des travaux internationaux. On a le plaisir aujourd'hui de recevoir la représentante de Google face à des représentants plus territoriaux, nationaux, et on verra un peu comment ces questions sont soulevées au sein des entreprises du numérique et puis par les collectivités elles-mêmes, notamment celles les plus soucieuses de faire de la transition écologique un peu la base ou le fondement de leur stratégie territoriale. Voilà, je suis très heureuse de vous accueillir. Je vais laisser François peut-être préciser le programme de cette matinée. Je ne veux pas être trop longue et je vais vous écouter avec grande attention. Oui, donc nous avons, merci Hélène, nous avons une petite heure et demie devant nous, donc avec trois intervenantes et intervenants. Gauthier Rouzil, qui est designer de formation, mais pas seulement, qui a pas mal de compétences en plus à son arc et qui travaille sur l'empreinte carbone des villes et des territoires. Nous avons également Léa Mananti, donc de Google Cloud, qui propose un certain nombre de services aux collectivités pour réduire leur empreinte carbone. Donc, on est dans les services, et là, moins dans les infrastructures, mais justement, on discutera un petit peu de la balance entre les deux. Et nous avons également Louise Vialard de Nantes Métropole, qui, donc, avec le point de vue, la casquette de la collectivité, mais aussi son expérience professionnelle dans le domaine et ses connaissances dans le domaine. Elle a fait elle avait eu, on en parlait à l'instant avant de démarrer ce séminaire, projet sur la récupération de la chaleur fatale des data centers il y a une dizaine d'années dans le cadre d'une thèse, je crois. Et donc, voilà, avec ces éléments-là, c'est la qualité de nos intervenants, nous allons essayer de débrouiller un petit peu les questions évoquées par Hélène Pesquine. Antoine, je te laisse dire un mot sur… Oui, l'introduction et la présentation a déjà été faite. Juste donc, rappeler que le séminaire est co-organisé avec la chaire Ville et Numérique de Sciences Po. Et l'idée, c'est vraiment de faire dialoguer, comme on le précisait dans ce cycle, des chercheurs avec des professionnels pour faire émerger un certain nombre de questions et de terrains de recherche qui peuvent intéresser le monde académique et le monde opérationnel. Et donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui sur les infrastructures matérielles. Juste peut-être excuser Clément Marquet, qui devait également présenter ses recherches. Donc, Clément Marquet, qui est un jeune sociologue qui travaille notamment sur la question des data centers et donc, du coup, des enjeux socio-territoriaux et politiques autour des data centers. Donc, on aurait été ravis de l'avoir aujourd'hui, mais malheureusement, il a dû se décommander.
Donc, je vais pas laisser la place à nos intervenants pour d'abord donc Gauthier une vingtaine de minutes et puis ensuite donc Léa et Louise et on aura derrière un temps d'échange avec tout le monde de discussion pour finir à 10h30. Gauthier, je te laisse la parole. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Alors, je vais partager mon écran rapidement. Hop. J'ai essayé d'intégrer un petit peu des éléments de la recherche de Clément pour quand même qu'il soit quand même présent malgré le fait qu'il ne soit pas là. Alors, je vais essayer, afin que ça soit utile pour le reste du débat, d'introduire beaucoup d'éléments liés à la question des sciences environnementales appliquées au secteur numérique et à la numérisation, pour qu'on ait une idée plus claire de ce dont on parle. Alors, rapidement, donc du coup, moi, je suis en recherche, en doctorat au centre de recherche, RMIT, le centre de technologie de recherche de Melbourne, je ne sais plus, Royal de Melbourne, et au centre de recherche en design à ENS-Saclay et Annecy. Mon cadre de recherche générale, en fait, consiste à explorer les systèmes numériques, donc c'est à la fois les infrastructures et les services qui sont compatibles avec un monde stabilisé à 2 degrés à la fin du siècle, ou dans les limites planétaires, ou dans les limites planétaires d'ailleurs. Alors à ce titre, moi je travaille quasiment exclusivement avec des pouvoirs publics, autant au niveau des collectivités comme les métropoles, ou au niveau de la direction interministérielle du numérique, ou au niveau de l'ADEME ou de l'ARCEP, par exemple. Alors, pour quand même poser une question, pour mettre quand même au centre du terrain quand même la question fondamentale qui va se poser ici, elle consiste à mettre en tension 2 phénomènes qui sont à la fois la numérisation des activités humaines, tout en sachant que des activités humaines, pas toutes, en tout cas certaines activités humaines qu'on doit limiter dans le temps et aussi géographiquement, c'est-à-dire l'Europe du Nord et l'Europe de l'Ouest du 18e, 19e, 20e, l'Amérique du Nord du 20e, etc., créent la crise environnementale, créent les conditions de la crise environnementale. Donc la question est bien de savoir si la numérisation amplifie ces activités humaines qui elles-mêmes renforcent la crise environnementale, si tant est qu'on puisse résumer la numérisation en un seul bloc, en un seul concept, et ou encore que la numérisation puisse en fait réduire l'impact des activités humaines qui aujourd'hui créent la crise environnementale. Donc ça pose plusieurs questions subséquentes, qui finalement, est-ce qu'on est capable de faire des modes de vie, enfin, de développer des modes de vie ou des modes d'activité qui sont à la fois soutenables, mais aussi avec un certain niveau de numérisation. Je pense qu'il faut, à mon sens, il faut assez vite évacuer la question binaire de numérique ou pas numérique, dans le sens où du numérique soutenable, ça existe déjà, ça s'appelle Wikipédia. Il n'y aura pas besoin de se poser trop de questions sur la soutenabilité de Wikipédia. Dans son modèle même, c'est soutenable. On pourra en discuter. Par contre, il y a aussi des questions de numérisation qui sont liées à d'autres types de modèles de développement, celui des GAFAM ou celui du web commercial de façon plus générale. Aussi de comprendre comment la numérisation influe directement sur la crise environnementale et vice-versa. Et finalement, ce qui est à mon avis un des points les plus importants, c'est quels sont les futurs en fait, concrets de cette numérisation, quels sont les modèles de développement qu'on souhaite mettre en place face à la question de la crise environnementale. Et du coup, quels seront les futurs soutenables de la numérisation, notamment pour la numérisation et tous les secteurs qui vont être touchés par cette dernière. Il faut faire d'autant plus attention à ça que les imaginaires proposés sur les modèles de développement du numérique sont aujourd'hui quand même sont pour moi assez creux. Typiquement, j'aime bien montrer ces images d'une grande agence londonienne qui s'appelle AKQA, qui a fait une série d'illustrations sur les métiers futurs de 2030, où apparemment en 2030, on aurait des robots chirurgiens pilotés en 5G avec un hologramme pour mettre des bandages à une personne au fin fond de la brousse. Donc, si on évacue assez rapidement la vision assez néocoloniale qui accompagne cette image, il y a quand même plein de problématiques à ce type d'imaginaire, d'un point de vue matériel, en fait. Premièrement, ce robot coûtera très cher et il sera assuré. Il y a de fortes chances que la politique d'assurance de ce robot n'autorise pas son déploiement dans ce type de contrée. Deuxièmement, ça implique un réseau 5G, ça implique donc l'arrivée d'un câble sous-marin sur la côte, un landing point, le déploiement d'un réseau qui lui-même a besoin d'énergie, etc. Et finalement, est-ce que le coût de ce robot
ne pas-t-il le réinvestir dans un système de dispensaire ou d'un système de santé sur cette même zone plutôt que le robot à distance? Il y a plein de questions qui se posent à ça, auxquelles ne répond pas cet imaginaire, puisqu'il a pour principal but de juste vendre une technologie afin d'attirer des investissements. Au même titre, ils ont produit un autre. Il y a plein d'autres métiers qui ont été développés par cette série d'illustrations, mais il y a aussi le blockchain banking engineer, qui consisterait apparemment à mettre des bouées flottantes en Asie du Sud-Est pour miner des crypto-monnaies. D'un point de vue matériel aussi, c'est intéressant parce qu'en fait, la surface de ces panneaux solaires, en aucun cas fournira la puissance électrique nécessaire au minage aux unités de minage qui sont présentes dans ces bouées. Donc, en fait, même sur un point de vue conception matérielle de ces équipements, c'est assez faux. Et au même titre, j'ai assez peu d'enthousiasme à mettre des équipements électroniques de pointe dans des bouées dans de l'eau salée. Mais bon, ça, c'est un autre aspect. En tout cas, voilà, il faut une certaine rigueur face à ces imaginaires pour ne pas les prendre pour monnaie sonnante et trébuchante, mais plus comme des phénomènes qui sont mis en place pour maintenir un niveau d'investissement dans un secteur qui est très intense en R&D et donc très intense en capitaux. Alors, une fois cette première introduction faite, je vais essayer de vous expliquer la façon dont on le pense d'un point de vue environnemental, d'un point de vue de sciences environnementales appliquées au numérique. On a une distinction qu'on fait généralement entre le secteur numérique et la numérisation. Le secteur numérique, c'est une sorte d'existant matériel et aussi serviciel qui a 3 tiers techniques, qui sont les data centers, les réseaux, les équipements, autour duquel vit une couche de services. Pour nous, c'est plus ou moins le secteur numérique. Ça. La numérisation, c'est autre chose. La numérisation, c'est un phénomène d'expansion de ce secteur numérique vers les autres secteurs, qui consisterait donc à impliquer une certaine part de numérisation dans les transports, dans l'énergie, l'agriculture, etc. Et ce qui pose fondamentalement des questions du bien fondé du découpage par secteur, en fait. La numérisation, à mon avis, a tendance à très vite rendre inopérant le découpage par secteur, dans le sens où un véhicule qui intégrerait, par exemple, 40% d'électronique embarquée dans son coût total d'acquisition, où on estime qu'ici 2030, 50% du coût d'acquisition d'une voiture en fait, sera de l'électronique embarquée pour connecter le véhicule. Est-ce que c'est du transport ou est-ce que c'est du numérique? Donc, il y a plein de questions à se poser sur la façon même dont on a pensé la découpe des secteurs d'activité lorsqu'on pose la question du numérique. Donc, si je prends bien mes 3 tiers techniques au centre data center, réseau, équipement, en fait, l'empreinte environnementale, qui est donc distincte de l'empreinte carbone, consiste à regarder sur chacun de mes tiers techniques 2 phases du cycle de vie, qui sont la fabrication de chacun de ces tiers et leur usage. Alors, il y a plein de choses qu'on ne sait pas compter aujourd'hui. On ne sait pas du tout, par exemple, on ne sait pas intégrer la fin de vie au niveau global. On ne sait pas. On n'a pas assez de données et seulement 20% des déchets d'équipements électriques et électroniques sont collectés aujourd'hui au niveau mondial. Le reste passe dans ce qu'on appelle le circuit informel. C'est-à-dire, il va ça va être Ghana, Nigeria, Mexique, Chili, Vietnam, Chine, où ils seront traités de façon informelle, avec tous les risques que ça comporte et tous les dégâts que ça comporte. Dans tous les cas, j'ai 3 tiers techniques. Sur chacun de ces tiers techniques, j'essaie de compter la fabrication et l'usage sur 4 facteurs environnementaux, sur les 15 normalement qu'on doit appliquer, qui sont donc la consommation de ressources abiotiques, c'est-à-dire la consommation d'énergie primaire, c'est-à-dire quelles sont les sources d'énergie qui me permettent de créer de l'énergie finale, c'est-à-dire notamment de l'électricité ou de l'essence, etc. Le changement climatique, donc mes émissions de gaz à effet de serre, mes consommations de ressources abiotiques, c'est-à-dire mes consommations ici de type minéral, et ma consommation d'eau. Alors bien sûr, il manque plein de choses. Il manque les questions de toxicité, d'eutrophisation, de particules fines, etc. Mais aujourd'hui, c'est le mieux qu'on puisse faire. En tout cas, l'état de l'art sur l'empreinte environnementale d'un cycle de vie appliqué au numérique, c'est à peu près ça. Et ce n'est pas beaucoup, en fait. Et finalement, si j'essaie de vous mettre ça en contexte sur un équipement assez courant qui est un smartphone, si on part du principe qu'un smartphone utilisé en France va avoir une durée de vie de 3 ans, à peu près 10%, enfin, si vous le rechargez une fois par jour pendant 3 ans, ça représentera à peu près 10% de sa consommation d'énergie finale. 90% aurait déjà été investi à la fabrication. Et sur les ressources et l'eau, quasiment, tout a déjà été utilisé à la fabrication. Donc, c'est aussi pour ce type d'équipement que le rallongement de la durée de vie est important.
Alors, et si je prends juste l'empreinte carbone, du coup, sur un smartphone, aujourd'hui, on estime qu'on est à peu près à 84 kg d'équivalent CO2. Là, on est sur une empreinte environnementale, donc différente de l'empreinte carbone, hein. L'empreinte carbone, c'est une réduction à l'extrême, où on va juste prendre la phase d'usage, donc lorsqu'on utilise des équipements, et généralement, dans le secteur numérique, lorsqu'on utilise des équipements, pour les faire fonctionner, on utilise de l'électricité, la plupart du temps. Donc, on va récupérer la consommation d'électricité en phase d'usage et les émissions de gaz à effet de serre qui y sont liées. Au niveau, lorsqu'on fait l'estimation globale, on a tendance à intégrer la fabrication avec un prorata, qui est de dire que la fabrication représenterait entre 19 à 21% de l'impact, enfin en tout cas de la consommation d'énergie et des émissions globales. Ça peut être tout à fait discutable, mais aujourd'hui, c'est comme ça qu'on qu'on le réintègre au niveau global, et en tout cas lorsqu'on doit faire une étude mondiale, qui sont aujourd'hui encore plein de défauts, hein. Donc, il faut faire très attention à l'empreinte carbone parce qu'elle permet de faire des transferts d'impact et du coup d'invisibiliser des impacts. Si je regarde que ma consommation d'électricité, potentiellement, j'ai réduit ma consommation d'électricité parce que je me refroidis à l'eau plutôt qu'à l'air climatisé, plutôt qu'à la clim. Mais sauf que si je suis en empreinte carbone, je ne verrai pas mon transfert sur la consommation d'eau. De même, je peux avoir des équipements plus efficaces, donc ils consomment moins d'électricité durant leur phase d'usage, mais pour qu'ils soient plus efficaces, j'utilise des métaux plus précieux, qui, eux, ont un plus gros impact à l'extraction des minerais, en termes de consommation d'eau, de pollution, etc. Donc tout ça, il faut faire très attention à l'empreinte carbone, c'est tout le temps insuffisant, puisque ça peut très vite opacifier la façon dont les impacts se situent dans un cycle de vie, mais aussi dans un équipement ou un service. Aujourd'hui, si je vous prends l'empreinte carbone au niveau mondial, moi, j'ai pas une politique qui serait de donner un chiffre fixe parce qu'il y a trop d'incertitudes dans les données. Mais en tout cas, on peut dire qu'aujourd'hui, le secteur numérique représenterait entre 2,1 à 3,9% des émissions mondiales en 2020. Il y a 2% à peu près d'incertitudes, mais j'aurais pas tendance à aller croire que c'est plutôt du 2%, je pense que c'est un peu plus haut quand même. Et là, on n'est que sur l'empreinte carbone, c'est-à-dire qu'on ne sait pas grand-chose sur l'empreinte matérielle et ni sur l'empreinte eau, par exemple. Donc, bien revenons aux questions du futur de la numérisation, puisque là, j'ai fait un état des lieux du présent, en 2020. Mais donc, il y a toute une série de tendances qui sont poussées et qu'il faut du coup il faudra peut-être modéliser à terme. Donc là, c'est une bannière qu'il y avait au CES à Las Vegas, donc au Consumer Electronics Show, en janvier dernier, donc avec tout un cortège autour du métaverse, de la 5G, de la réalité augmentée, des NFT, etc. Et quand même littéralement à la marge, donc du coup, il y a quand même éco-friendly. Donc la question est traitée, mais à la marge, littéralement. Donc, nous, si je vous fais une rapide résumé de la littérature scientifique sur l'avenir de la numérisation en 2030 en termes d'empreinte carbone, la première problématique, c'est que la plupart de nos papiers de recherche viennent de chercheurs intégrés à des industriels, donc notamment André de chez Huawei, qui est plus un chercheur qui a une vision pessimiste de l'empreinte, et Malmodin de chez Ericsson, qui a une vision plutôt très optimiste. André estime que d'ici 2030, l'empreinte devrait augmenter de 10%. Malmodin estime qu'elle va réduire de moitié. Généralement, c'est des questions plutôt méthodologiques qui amènent à faire ça, et c'est des hypothèses de substitution d'équipements ou d'efficacité qui peuvent créer ce type de variabilité, et de ce qu'on compte en fait finalement dans ce qu'est le secteur. Mais ça implique de poser plein de questions. Quelle sera l'efficacité future? Est-ce qu'il y aura des substitutions? Est-ce qu'il y aura des nouveaux usages qu'on n'a pas comptés, des nouvelles activités, des nouveaux équipements? Est-ce qu'on aura des usages plus intenses? C'est beaucoup d'incertitudes sur la question future, et généralement, méthodologiquement, on ne va jamais à plus de 10 ans. Il y a trop d'incertitudes au-delà de 10 ans. Et déjà en 2030, pour moi, c'est très incertain. Mais en tout cas, méthodologiquement, c'est notre limite. Ce qui implique du coup d'avoir une certaine prudence avec les annonces. Alors, moi, j'ai tendance à avoir une sorte de discipline là-dessus, où tous les 2 semaines, on va avoir à peu près un titre d'article qui va dire que la technologie X va révolutionner le secteur Y dans N années. Ça veut juste dire que l'acteur en question cherche des nouveaux capitaux pour financer sa technologie. Ça ne veut pas dire que ça se fera comme ça. Et donc, il faut être assez pragmatique sur la façon dont le secteur en fait, se structure. C'est un secteur intense en capitaux, avec beaucoup de R&D. Donc, forcément, il faut renouveler des effets d'annonce assez régulièrement pour se refinancer, ou en tout cas pour structurer des marchés.
puisqu'en fait, les imaginaires, donc généralement, mon robot chargé en 2030, aujourd'hui, en 2022, on a des robots livreurs qui fonctionnent très bien en conditions optimum, sauf qu'en milieu urbain, les conditions sont rarement optimum, et donc, du coup, qui font leur première neige au Canada, me semble-t-il. Et forcément, il y a plein de choses où ça ne marchera pas comme on le souhaite. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on réfléchit beaucoup à l'imaginaire numérique dans des scénarios qui sont par défaut optimum. Mais en fait, c'est rarement le cas. Donc, on peut d'ailleurs revenir là-dessus. Alors, je vais essayer d'accélérer parce que j'ai quand même prévu beaucoup trop de choses, en fait. Alors, moi, ma spécialité, c'est de vérifier les affirmations d'impact positif de la numérisation sur le climat. En l'occurrence, on a deux affirmations quotidiennes qui, en tout cas, sont largement mobilisées dans les médias ou même dans les instances de décision au niveau gouvernemental ou ministériel. La première, ce serait de dire une tonne d'équivalent CO2 émis par le numérique permettrait d'éviter 10 tonnes dans d'autres secteurs, notamment qui a été donné par un rapport de la GSMA, qui est l'organisme professionnel qui représente les opérateurs télécoms dans le monde. Et la deuxième affirmation, ça serait que la numérisation permettrait de réduire jusqu'à 20% des émissions des autres secteurs d'ici 2030. Donc là, la première affirmation, par exemple, je la retrouve dans une prise de parole de Stéphane Richard dans RTL. Stéphane Richard, qui est aussi quand même le président de GSMA jusqu'à peu de temps. Et ou par exemple, l'affirmation de réduction à 20% repris par le World Economic Forum, et notamment en l'occurrence par le PDG d'Ericsson. Il s'avère que j'ai tout vérifié, parce que du coup, c'est beaucoup mobilisé par des lobbyistes sur la question, donc en fait, il faut le vérifier, personne ne le fait généralement, parce qu'on veut croire que ça marche. Alors, je vais passer là-dessus rapidement, mais en gros, le rapport de réduction des 20%, c'est un du rapport de GESI, donc Global Sustainability Initiative, qui représente aussi le secteur de la tech, dans le rapport Smarter 2030, qui estime donc qu'en d'ici 2030, la numérisation permettrait de réduire de 12 gigatonnes quand même les émissions mondiales, c'est-à-dire une fois et demie la Chine. Hein, c'est pas anodin comme réduction. L'autre chose, c'est le rapport de la GSMA Enablement Effects qui estime qu'en 2018, donc là c'est a posteriori, la numérisation aurait évité 133 gigatonnes d'équivalent CO2, répartis dans des secteurs où ils ne sont apparemment pas du tout d'accord. Mais c'est aussi possible puisqu'ils ne regardent pas du tout sur le même spectre temporel. Mais je ne vais pas tant tout expliquer, juste montrer très rapidement les hypothèses qui permettent d'arriver à ces... Une fois pris dans un modèle de calcul qui permettent d'arriver à ces estimations. Alors, je vous montre juste une de GSMA. En fait, les 2/3 des hypothèses, enfin les 2/3 des émissions évitées, supposément, dans le rapport GSMA, vient de l'extrapolation des réponses à un questionnaire rempli par 6000 personnes. Donc, je fais remplir un questionnaire en ligne à 6000 personnes sur leurs usages des smartphones principalement, et je vais extrapoler le résultat au niveau mondial pour estimer les émissions évitées qu'il y a eu au niveau mondial. Méthodologiquement, c'est compliqué. Hein. A priori, moi, je ne le ferai pas, et j'en ferai pas une publication scientifique, en tout cas. Je pense que je ne passerai pas ma peer review avec ça. Typiquement, ils estiment qu'au niveau mondial, le partage d'habitation type Airbnb, Couchsurfing, etc., aurait dû de 220 mégatonnes, enfin aurait évité 220 mégatonnes d'équivalent CO2. Ou typiquement que les appels vidéo permettent de réduire les déplacements personnels. Ce qui est intéressant, parce qu'en fait, si on regarde le questionnaire, on vous pose la question, est-ce que un appel vidéo à votre famille a remplacé un trajet, enfin a remplacé un voyage pour aller la visiter? Alors, c'est dans plein de cas, oui, tout à fait, mais il faut aussi se rendre compte de la situation des personnes qui en demandent. Si je demande ça à un étudiant étranger, on va dire un étudiant chinois aux États-Unis dont la famille est en Chine, bien évidemment que l'appel vidéo remplace un trajet pour voir sa famille. Ce n'est pas dire pour autant qu'il fera le trajet pour aller voir sa famille en Chine. Ça pose aussi les questions de la méthodologie. Si je montre les hypothèses du rapport qui nous dit que la numérisation réduira de 20% les émissions de GES d'ici 2030, là, les hypothèses sont complètement fausses. Ils estiment que les compteurs intelligents type Plinky, au niveau mondial, avec un taux d'adoption assez élevé, réduiraient la consommation d'énergie des ménages de 40%. Ça n'existe pas, ça, dans la littérature scientifique. Typiquement, que la numérisation réduirait les voyages d'affaires en voiture et en avion de 80%. Si c'est vrai, tant mieux, mais il faut juste prévenir le secteur aérien, parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes chiffres. Ou typiquement que la numérisation permettrait de réduire la production d'énergie de 20%, etc., etc.
Et je pense que le meilleur, c'est que la numérisation permettrait de réduire de 65% la consommation d'énergie de l'agriculture. On est loin de tout ça, et il ne reste plus que 8 ans, a priori. Et il faut bien comprendre que en tout cas les résultats fournis par le rapport Smarter 2030 de GESI sont aussi repris dans les rapports du GIEC, notamment le rapport pour stabiliser à 1,5 degré. Donc il y a aussi un vrai manque de compréhension des sciences environnementales appliquées au numérique. Il y a aussi les émissions ajoutées, parce qu'en fait, là on ne calcule que des émissions à éviter, mais en fait la numérisation, c'est bien quelque chose qui va dans les deux sens. Donc typiquement, si je prends un communiqué de presse de Microsoft qui me dit que grâce au déploiement de leur système technologique sur les plateformes pétrolières d'ExxonMobil dans le bassin permian au Texas, ils ont augmenté la production de barils de 50 000 par jour. Alors j'ai fait un petit exercice assez rigolo, je prends l'empreinte carbone totale de Microsoft, scope 1, 2 et 3, je le compare à l'empreinte carbone de produire 50 000 barils par jour pendant un an, donc c'est ce que vous voyez dans le gris clair. Et si je prends l'empreinte carbone d'avoir effectivement ces barils qui sont utilisés comme essence dans des voitures, donc c'est-à-dire leur empreinte totale, ben, du coup, j'ai fait la moitié de l'empreinte carbone de Microsoft juste avec un projet. Donc potentiellement, il y a peut-être un intérêt à aller aussi compter les émissions ajoutées sur la numérisation. Les questions sont loin d'être faciles, mais je vais passer parce qu'il faut qu'on aille loin. En tout cas, moi, de ces premières, des premières analyses que j'ai faites sur les affirmations d'effets positifs, a priori, ça va être assez bête à dire, mais des projets de numérisation ne remplacent pas des politiques publiques d'aménagement ou de développement. Et du coup, la priorisation doit prendre ça en compte. Typiquement, je peux avoir tous les thermostats connectés du monde, tous les compteurs intelligents du monde. Il faut peut-être mieux que mon bâtiment soit isolé en premier. Je peux avoir toutes les applications du partage de vélos du monde. Encore faut-il que j'ai une infrastructure vélo pour que ça fonctionne. Enfin, ça semble assez bête à dire, mais pour que une technologie atteigne un potentiel positif, il y a toute une série de conditions à remplir auparavant, qu'il ne faut absolument pas oublier. Mais en tout cas, aujourd'hui, moi, sur l'analyse macro que j'en ai faite au niveau mondial, dans 14 pays, dans 6 secteurs, le taux de numérisation d'un pays n'est pas du tout corrélé avec son empreinte carbone, l'évolution de son empreinte. Donc, a priori, aujourd'hui, la numérisation ne présente pas de garantie environnementale. Bon, faut que j'aille très rapidement, donc je vais vite finir, mais alors que c'est la partie qui est intéressante pour nous aujourd'hui, désolé. Il faut faire très attention à la vision globale de l'empreinte environnementale, puisqu'elle elle gomme plein de choses et elle fait disparaître plein de choses. Typiquement, on va se dire les data centers représentent 1 à 2% de la consommation d'électricité mondiale. Après, on dit que c'est quand même pas mal, parce que ça fait plein de choses avec les data centers. On estime que c'est entre 200 et 400 TWh par an, à peu près. Les 200 TWh de l'IEA, à mon avis, je n'y crois pas du tout. C'est lié aux datasets qu'ils utilisent pour leur méthode de calcul. Mais zoomons un peu. Donc, on sort de l'échelon global et on passe à l'échelle d'une zone Europe, typiquement. Là, 80% des data centers sont en Europe de l'Ouest ou en Europe du Nord. Et je zoome sur un pays qui a incité financièrement les data centers à s'installer depuis 15 ans, comme l'Irlande. En 2020, les data centers représentaient 11% de la consommation électrique de l'Irlande, qui est aujourd'hui très problématique d'ailleurs, et leurs fournisseurs d'électricité estiment qu'au rythme actuel, la consommation électrique des data centers représenterait 28% de leur consommation électrique d'ici 2030. C'est un problème fondamental d'aménagement et de planification. Là, il y a des questions politiques à se poser. Tandis que si je me vois que la question des 1 à 2% de la consommation électrique mondiale, il y a à peu près rien à dire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a eu quand même quelque chose d'assez intéressant. Ce n'est pas une décision politique qui a été prise, c'est le fournisseur d'électricité irlandais qui a annoncé qu'il ne fournirait plus d'électricité à tous les nouveaux projets data centers à Dublin jusqu'en 2028. Alors, dans le reste de l'Irlande, ils continueront, mais plus à Dublin, il n'y a plus d'assez d'électricité. Donc, il faut poser ces questions, en fait. Il y a des questions d'aménagement à faire, puisque Francfort a aussi fait un moratoire récemment. Amsterdam aussi a eu un moratoire en 2018. Singapour, par exemple, aussi a fait un moratoire pour stopper aussi momentanément le développement de data center, puisque au-delà de l'efficacité relative à un calcul, à un transfert fait dans une action faite par un data center, il y a le fait qu'on en construit toujours plus. Et la construction de nouveaux data centers est l'ajout d'une consommation nette, en fait, qu'il faut prévoir. Alors de même, on pourrait tout à fait
poser la question de l'eau, en fait, alors qui est moins posée en France parce qu'en fait, on est moins confronté à ce problème. J'ai par exemple suivi durant la sécheresse qui a frappé l'Ouest américain en mai dernier, enfin avril-mai dernier, du coup, qui étaient les zones de sécheresse extrême, et où étaient situés les data centers. Donc tous les points blancs que vous voyez à droite, c'est une cartographie que j'ai générée avec la présence de data centers. Donc la première chose à voir, c'est que les data centers, c'est très concentré. C'est pas disposé uniformément sur Terre. On met data centers là où il y en a déjà d'autres, pour plein de raisons en fait. Et en l'occurrence, on a une tendance maintenant à mettre dans l'Ouest américain les data centers dans des zones de stress hydrique élevé, pour plein de raisons différentes aussi. Alors j'ai essayé aussi de récupérer par exemple différents niveaux de consommation d'eau. Un data center type hyperscaler à pleine puissance avec un système de refroidissement d'eau par évaporation directe, c'est plutôt du 15 millions de litres d'eau par jour à peu près. Après, il faut voir, en tout cas, c'est la réservation d'eau qui est faite. En fonction de là où ils sont installés, ça peut être problématique ou pas trop. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul data center, généralement, là où ils sont. Il y en a d'autres. Donc, et les données sont très compliquées à obtenir. Moi, pour obtenir ma donnée sur le data center de Facebook à Eagle Mountain, je mets qu'à peu près 4 heures, si ces données existent. Parce qu'il faut trouver la société écran, etc. etc. Bon. Alors, je crois que Google a passé aussi sa consommation d'eau au secret des affaires. Donc, je ne pourrais pas vous en dire plus là-dessus. Pour donner qu'un petit hommage à Clément Marquet qui n'est pas là, j'ai tendance à résumer sa thèse avec ce schéma, enfin, avec une version de ce schéma. La première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'un data center, ça a besoin de réserver de la puissance électrique auprès d'un poste source, notamment d'Enedis. Alors maintenant, on a de plus en plus de demandes à RTE directement, puisque la puissance à l'agent demandée a largement augmenté. Et ce qui pose la question du point de vue distributeur, c'est est-ce que j'ai suffisamment de puissance disponible? Combien de puissance va être réservée par cet opérateur data center? Et si nécessaire, est-ce que ça veut dire que je dois créer un nouveau poste source? Alors un poste source, ça prend quand même quelques années à faire, en moyenne 8 à 10 ans, et ça peut coûter plus ou moins quelques millions à quelques dizaines de millions en fonction de la puissance nécessaire. J'ai plein de choses au data center. C'est des établissements IPCE, parce que j'ai des cuves de fuel, donc forcément, il faut qu'il y ait une déclaration préalable. Après, un data center, ça s'installe où? Ça s'installe là où il y a le foncier et le moins cher, où j'ai de l'électricité proche, en bonne quantité et pas cher. Là aussi, je suis proche du backbone, donc c'est-à-dire des autoroutes de la fibre, et aussi où est-ce que je suis éloigné des risques majeurs, type inondations, tremblements de terre, volcans, etc. Et dans le cas des data centers qui sont en zone désertique, c'est parce que lorsqu'on fait un refroidissement par circuit d'eau à évaporation directe, c'est beaucoup plus efficace dans un climat très sec. C'est comme la transpiration. Ça explique aussi ça. D'un point de vue collectivité, il faut se poser plein de questions. Il faut se dire, en fait, combien de temps va rester cet acteur? Est-ce que ça justifie des investissements, en tout cas, qui peuvent être amortis? Quelle sera la contribution à la fiscalité? Combien d'emplois? Alors, le data center, ce n'est pas vraiment ce qu'on fait pour avoir de l'emploi direct. Ce pas des centres qui sont vraiment... Enfin, ce pas des industries qui sont vraiment faites pour ça. Et puis, la question aussi de la gestion des ressources sur le data center. Il y aurait la question des réseaux, mais je pense que j'ai complètement explosé mon temps, donc je vais arrêter là. Et il faut faire attention à une pratique qui a été remontée, alors plus sous couvert d'anonymat par un directeur des postes sources d'Enedis, qui a une pratique très compliquée où en fait les opérateurs de data center ont tendance à réserver toute la puissance disponible restante sur le poste source. Ça ne veut pas dire qu'ils vont la consommer, c'est-à-dire qu'ils la réservent pour plein de raisons différentes, et c'est ce qui a été confirmé par ce directeur des postes sources, et qui pose des aménagements dans le sens où, en tant que distributeur électrique, moi, je n'ai pas très envie de distribuer l'électricité qui est réservée, je peux le faire, mais si jamais on me la demande, il faut que je la fournisse. Donc, il y a eu des situations compliquées comme ça dans le passé, et où, du coup, plutôt que de vouloir distribuer de l'électricité qui est déjà réservée, du coup, je préfère demander la création d'un nouveau poste source. Ça s'est passé en Seine-Saint-Denis, à Pleine Commune, en 2013. Aussi, pour petite histoire, la mairie de Jean-Luc Gaudin, en 2013, aussi, avait oublié de réserver de la puissance pour sa nouvelle ligne de tram. Donc, ils ont dû négocier de libérer 5 MW auprès des Queenix d'Interxion, un opérateur data center à Marseille, pour pouvoir faire la ligne de tram. Enfin, il faut prévoir ça. Donc, en conclusion, et je m'arrêterai là, il faut comprendre qu'il faut arriver à intégrer l'empreinte environnementale du secteur numérique dans les plans de transition énergétique et locale, donc PCAET, CRTE, ce qui est devenu Citergy et ECI qui sont devenus du coup territoires engagés.
Est-ce qu'on est capable de faire un audit matériel de toute la couche technique? Faire en France très attention à la réservation de puissance électrique. Et si possible, en tant que collectivité, arriver à négocier avec les opérateurs data center et le fournisseur d'électricité pour ne pas se retrouver avec un réseau électrique qui est réservé et qui va être finalement dans les chaussettes dans pas longtemps. Les plans d'aménagement locaux, là-dessus, les travaux de Cécile Guiguet et de Famille Lopez sont largement recommandés. Et surtout, si on veut en savoir plus là-dessus, si on veut vraiment travailler intelligemment là-dessus, il faut des données ouvertes. Il faut l'open data. C'est un des chevals de bataille des sciences environnementales appliquées au numérique, c'est qu'on n'a pas de données, en fait. Et on doit se battre pour en avoir. Donc, les acteurs crédibles, c'est les acteurs qui ouvrent leurs données, qui ont de la transparence. Voilà, et je m'arrête là, et désolé pour la durée. Merci Merci Gauthier Vas-y. pour du coup cette présentation très riche sur les liens entre numérique et environnement. On pouvait répondre, mettre des questions dans le chat ou l'onglet questions-réponses. On prendra tout après les 3 interventions. Et donc là, du coup, on va laisser la parole à Léa Manonti, qui est donc responsable collectivité territoriale chez Google Cloud, pour présenter un peu l'activité de Google Cloud auprès des collectivités et du coup avoir un autre point de vue sur ce débat. Très bien. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Alors, je vais partager mon écran. Je vous demande juste une petite seconde. Alors, je suis plus habituée à Google Meet d'habitude, c'est pour ça. Hop. Impeccable. Vous voyez mon écran? Tout à fait. Mettez-le en... Voilà. Ça devrait arriver. Voilà, vous voyez bien ma présentation? Tout à fait. Super. Très bien, donc moi je travaille effectivement chez Google Cloud et je suis responsable de compte collectivité territoriale. Et ce matin, je voulais vous présenter un petit peu ce qu'on fait et aussi très rapidement notre démarche pour répondre aux enjeux environnementaux. Et puis, dans une seconde partie, vous présenter quelques cas d'usage que nous proposons auprès des collectivités territoriales. Alors, très rapidement, pour vous resituer, parce que je pense que vous êtes nombreux ici à connaître Google, vous êtes peut-être moins familier avec Google Cloud. Très rapidement, donc, on dit souvent le groupe Google, mais en réalité, il s'agit du groupe Alphabet. Et Google Cloud est une entité qui existe depuis 2012 et qui est exclusivement dédiée à des solutions professionnelles, aussi bien pour le secteur privé ou public. Vous voyez d'ailleurs sur cette slide l'ensemble des entités du groupe Alphabet. Hein, dans la colonne de droite, vous en connaissez beaucoup que vous devez connaître, comme le moteur de recherche Google, Google Maps ou encore YouTube. Et sur la colonne de gauche, ce sont des entités qui sont dédiées à l'innovation à long terme, à plus 20-30 ans. Voilà, donc notamment sur la longévité, sur l'intelligence artificielle, le machine learning, sur tout un tas de sujets. Peut-être le plus connu d'entre eux, c'est Waymo, c'est-à-dire le service de véhicules autonomes. Alors, Google Cloud en France, très rapidement, c'est une équipe d'environ 450 personnes, principalement basée à Paris, mais il y a également une dizaine de chercheurs qui se situent à Grenoble. Donc, il y a une équipe qui est dédiée pour le secteur public, dont je fais partie. Et on travaille avec tout un écosystème de partenaires en région et qui sont spécialisés sur nos technologies. On accompagne aussi des initiatives pour développer les compétences numériques à 2 niveaux. Des formations pour le grand public via les ateliers du numérique qui se situent en région. Hein. On a 5 lieux en France, à Rennes, Nancy, Saint-Étienne, Montpellier et Bordeaux. Et puis aussi via des vans itinérants. Et donc, ce sont des formations grand public sur le numérique, enfin, les usages du numérique en général, pas uniquement sur nos produits. Et puis, on a un autre volet qui est cette fois dédié aux professionnels de l'IT,
qui permet d'avoir des formations certifiantes sur les usages du cloud, sachant que c'est des compétences qui n'existaient pas il y a encore 3 ou 5 ans. Donc, il faut se former en continu. Alors, très rapidement, qu'est-ce qu'on fait Léa, pardonnez-moi, certains auditeurs me demandent de vous demander de parler un petit peu plus fort ou de vous rapprocher du micro. D'accord. Alors, je les invite aussi à augmenter leur haut-parleur. Hein. Très bien, pas de souci. C'est bon. Donc, je disais, alors, qu'est-ce qu'on fait chez Google Cloud? Très rapidement, on travaille sur 3 familles de produits. Google Workspace, les outils collaboratifs, hein, donc, avec notamment tout ce qui est mail, agenda et collaboration. Google Cloud Platform, qui est notre plateforme d'accès à tous les outils du cloud. Donc là, cela regroupe plus de 200 solutions, de l'intelligence artificielle, du machine learning, du développement d'applications, mais aussi tout ce qui est stockage et infrastructure. Donc, énormément de produits. Et puis ensuite, le dernier volet, c'est la partie navigateur avec Chrome et aussi les ordinateurs, les Chromebooks. Alors attendez, je vérifie. Juste, hop, excusez-moi. Très rapidement, donc, l'équipe secteur public accompagne les enjeux des collectivités, mais aussi des grandes institutions publiques sur leurs enjeux de transformation digitale et en respectant les grandes priorités de ce secteur, mais qui n'est pas uniquement à ce secteur d'ailleurs, qui sont le développement durable et la souveraineté numérique. Donc aujourd'hui, je vais surtout m'arrêter sur les enjeux du développement durable. Donc, comme je vous le disais, l'activité de Google Cloud est vraiment liée aux usages du cloud. Et donc, c'est vraiment notre spécialité. Il faut savoir que l'idée, c'est de proposer des services qui vont être entièrement optimisés par nos soins par rapport à aujourd'hui des collectivités qui vont avoir des data centers en propre et utiliser plutôt des outils qu'on appelle on-premise. Donc aujourd'hui, cette politique qui est liée au développement durable, cet engagement de l'entreprise est manifesté par des investissements depuis des dizaines d'années. Et on a été notamment la première grande entreprise à effacer l'intégralité de l'empreinte carbone depuis 1998. Alors, il faut savoir que c'est sur l'intégralité des entités que je vous ai présentées tout à l'heure, pas uniquement sur Google Cloud. Et notre président a annoncé l'objectif de fonctionner intégralement à l'énergie décarbonée d'ici 2030. Alors, pour que cet objectif soit matérialisé, on a mis en place un indicateur d'énergie sans carbone dans chaque data center dans le monde. C'est-à-dire que aujourd'hui, si vous cherchez sur Internet, vous pouvez retrouver une carte. Alors, cette carte n'est pas forcément la plus à jour, mais c'était pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Où on indique pour chaque data center le pourcentage atteint de cet objectif d'utilisation d'énergie décarbonée. Il faut savoir qu'à chaque fois que Google installe un data center dans un nouveau pays, il y a énormément d'investissements pour avoir l'équivalent intégré, ajouté dans le marché où on s'implante, l'équivalent en énergie décarbonée, afin de ne pas arriver dans le marché et juste prendre l'énergie décarbonée disponible, mais bien ajouter ce qu'on va consommer en plus. J'espère que c'est clair. Alors, cette politique environnementale, elle est, comme je le disais, vraiment inhérente à notre culture d'entreprise. Et aussi, elle tient énormément à cœur à nos clients. Et donc, on a mis en place tout un tas d'initiatives pour soutenir nos partenaires. Aujourd'hui, Google Cloud aide plus de 500 villes à réduire leurs émissions de CO2 avec l'objectif d'atteindre 1 gigatonne d'ici 2030. On contribue aussi à
à la reforestation, notamment grâce à plus de données sur les arbres, avec une initiative qui est menée par plusieurs acteurs qui s'appelle Global Forest Watch et qui permet d'avoir des données, de surveiller notamment la hauteur de la canopée et la santé des forêts. Voilà. On a aussi lancé un challenge qui s'appelle Climate Impact à hauteur de 10 millions de dollars pour accélérer la résilience verte en encourageant des startups notamment à imaginer des solutions innovantes. Et enfin, on utilise aussi nos propres technologies pour accélérer l'efficacité en diminuant la consommation d'énergie. L'exemple que je peux vous donner, c'est que on a développé un algorithme qui a permis de diminuer la consommation d'énergie dans nos data centers de l'ordre de 30%, notamment en permettant de diminuer et d'ajuster la température nécessaire pour le bon fonctionnement des data centers. Donc, pendant très longtemps, il était considéré qu'une température idéale était autour de 14 degrés. Et grâce à cet algorithme et à ces données, on a pu élever la température jusqu'à 22 degrés et s'apercevoir qu'il n'y avait aucun impact pour l'efficacité et ainsi diminuer considérablement la consommation d'énergie. Voilà, tout ça va de pair aussi avec une innovation croissante qui permet chaque année en fait, de gagner de la puissance de calcul avec comment dire, des technologies qui sont petit à petit moins consommatrices d'énergie. Voilà, ce qui ne signifie pas que le numérique ne consomme pas d'énergie, mais que notre objectif est qu'il soit le moins énergivore possible. Voilà, donc j'ai beaucoup parlé d'énergie, mais on travaille aussi sur tous les matériaux qui composent les data centers avec différents objectifs de maintenir et de prolonger tous les composants numériques qui sont présents, les réparer dès que c'est possible, les redistribuer ou les réutiliser et bien sûr les recycler. Donc cette approche est aussi très importante pour avoir vraiment une approche la plus globale et essayer de diminuer l'impact de notre activité. Très bien. À présent, je vais passer à quelques cas d'usage que nous pouvons proposer aux collectivités notamment. Alors, dans un premier temps, ce qu'on peut proposer aux villes, c'est de leur permettre d'avoir accès à un certain nombre de données. Donc, il y a par exemple le programme Ways for Cities qui permet aux villes d'avoir accès gratuitement aux données Waze et du coup d'avoir des données précises sur les embouteillages, les accidents, voilà, les flux de circulation et qui vont être voilà, fournies aux villes et qu'elles pourront ensuite utiliser si elles le souhaitent, sur nos outils. Donc, il y a ce premier set de données. Il y a aussi Google Earth qui permet en fait d'avoir environ 30 ans d'historique d'images de satellites. Donc là, ça peut être particulièrement intéressant pour mesurer l'évolution au fil des années sur des paysages et notamment voir l'érosion des côtes, l'évolution de l'artificialisation des sols notamment. Donc là encore, ce sont des datasets que nous pouvons fournir gratuitement aux collectivités qui le souhaitent et qu'elles sont libres ensuite d'utiliser ou pas avec nos outils. Le troisième dataset que je voulais aussi vous présenter s'appelle Environmental Insight Explorer. Et c'est un outil qui, donc encore un jeu de données, qui permet d'avoir des informations sur les émissions de CO2 sur des zones données, sur des villes notamment, en donnant des estimations sur la provenance du CO2. Donc, la partie transport, est-ce que le CO2 émis par les véhicules vient plutôt de
de circulation extérieure à l'agglomération ou plutôt intérieure. Aussi avoir une idée du CO2 émis par les bâtiments. Voilà. Et par exemple, du potentiel solaire qui pourrait être utilisé pour créer de l'énergie. Donc là encore, ce sont des jeux de données qui sont disponibles et gratuits. Alors, une fois qu'on a ces sources de données, voilà, ce qui va être clé, c'est de pouvoir les utiliser de façon pertinente. Et donc, c'est ici vraiment le cœur de métier de Google Cloud. Et donc, une fois que les données sont collectées, qu'elles soient donc issues de nos propres datasets ou d'autres sources, hein, on va pouvoir proposer vraiment de la valeur ajoutée au niveau de l'ingestion de cette donnée, de l'analyse et puis ensuite de la visualisation. L'objectif ici, ça sera d'avoir vraiment une donnée fine, une vision aussi macro qui permettra aux élus, aux décideurs publics, d'avoir une vision fine de ce qui se passe sur leur territoire, des tendances et des dynamiques en question, et d'ensuite pouvoir décider de politiques publiques pour améliorer la qualité de vie des habitants et puis aussi donc, réduire ces émissions. Alors, je continue. Donc là, j'avais une petite vidéo à vous montrer, hein, parce qu'on travaille sur la donnée. Ça peut être la donnée chiffrée, mais on travaille aussi, par exemple, sur tout ce qui est analyse d'images et vidéos. Et ça peut permettre, par exemple, à faire du comptage de véhicules. Donc voilà, je voulais vous montrer un tout petit exemple pour que vous puissiez voir plus concrètement à quoi ça ressemble. Donc là, tout simplement, hein, c'est une intelligence artificielle qui va reconnaître les objets qui passent sur une route. Donc, ça peut être pour compter des voitures, des camions, des trottinettes, des vélos, et ainsi avoir une idée plus précise de ce qui se passe à un endroit donné. Voilà, donc vraiment, l'idée en fait, hein, des technologies cloud, ça va être d'utiliser la donnée pour optimiser le management de la mobilité dans les villes, en diminuant le nombre d'embouteillages et aussi en encourageant l'usage des transports en commun. Et donc, on va pouvoir répondre à un certain nombre de problématiques, hein, en améliorant la prévision du trafic, en essayant de mieux coordonner les réponses à des incidents, à des choses qui vont arriver en temps réel, aussi en faisant de la maintenance prédictive pour éviter des futurs accidents ou allonger la durée de vie de certains équipements. Et puis la planification, l'optimisation, voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à partir d'une meilleure utilisation de la donnée. Et pour finir, un autre exemple assez différent, parce qu'on sait que les émissions de CO2 viennent aussi beaucoup des bâtiments. Donc ici, c'est un autre exemple, hein, de ce qu'on a pu réaliser pour une collectivité. Tout simplement, donc c'est un cas d'usage très concret, hein. Donc c'était une collectivité qui avait un parc immobilier important et éclaté, et la problématique d'avoir différents fournisseurs d'énergie qui émettent des factures avec différents métriques et un budget contraint, et aussi la volonté de mieux comprendre quels immeubles sont les plus énergivores, et aussi voir s'il y a des anomalies ou des choses qui peuvent être optimisées. Et donc, tout simplement, on va utiliser des technologies telles que Cloud Storage ou Document AI pour lire les factures, analyser et comparer les factures. Ça permet ensuite d'avoir de mieux comprendre l'utilisation des bâtiments, les optimiser et puis de faire de la prévision. Voilà. Écoutez, je m'arrête là. Voilà, j'ai essayé de faire à la fois court. J'espère que ce n'était pas trop dense, et je reste à votre disposition pour les questions.
Merci Léa. Donc du coup pour maintenant la troisième intervenante de la matinée, hein, donc le point de vue maintenant plutôt de l'élu avec Louise Vialard, hein, donc, qui est élue à la ville de Nantes et à Nantes Métropole et en charge notamment des questions de numérique responsable. Louise, je vous laisse la parole pour réagir aux différentes interventions. Oui, Bonjour à toutes et tous. Ouais, merci de m'avoir invitée. C'est un peu difficile maintenant de passer après Gauthier et Léa qui ont eu en plus des présentations avec des slides. Alors moi, j'en ai pas. mais justement, je me permets de vous interrompre, Louise. Justement, pour lancer un peu la discussion, ce qu'on va vous demander, c'est justement de réagir comme ça un petit peu à chaud à partir de votre expérience et de votre vision de collectivité. Et puis, on prendra après le relais avec les questions du fil de discussion, et puis celle aussi qu'on a, bien sûr, Antoine et moi. Ok, super. Alors du coup, j'ai 1000 choses. Je vais essayer de bien organiser pour que ce soit clair. Déjà, je vais peut-être me présenter et vous dire un peu pourquoi je suis là et pourquoi je suis élue à la ville de Nantes au numérique responsable, open data et citoyenneté. C'est un énorme titre, mais bon, en gros, on est quand même sur des sujets assez c'est un peu le même sujet. En fait, à la base, moi, je suis architecte, donc j'ai fait des études d'architecture, pas architecture réseau, hein, architecture ville, ville-bâtiment, quoi. Et pendant mes études d'archi, en fait, c'est une anecdote et je m'excuse de vous exposer ma vie privée, mais ça m'a vraiment marqué. En fait, j'avais un disque dur, c'était dans je pense, 2009, si je ne me trompe pas. J'avais un disque dur de 500 gigas qui était, je pense, gros comme ça et qui se branchait à l'électricité encore à l'époque. Hein. Et je m'étais dit, c'est incroyable tout cet espace que j'ai où je vais pouvoir stocker 1000 trucs et ça ne prendra pas de place sur mon bureau. Et en fait, il s'est avéré qu'au bout d'un moment, il y a eu ce disque dur qui s'est rempli très, très vite. Puis j'en ai eu besoin d'un autre. Puis mon ordinateur est tombé en rade, la batterie est tombée en rade, que je n'ai pas pu changer. Donc, en fait, je me suis retrouvée avec un bureau qui était envahi en l'espace de très, très peu de temps. Et là, je me suis dit, mais c'est incroyable parce que moi, je suis un peu une amoureuse de l'Internet et du numérique. Je me suis dit, j'espérais beaucoup de choses sur cet espace incroyable qu'on nous ouvrait. Et là, je me suis dit, OK, c'est physique, c'est encombrant. Si pour moi, c'est aussi encombrant, qu'est-ce que ça doit être pour tout le monde, pour tous les utilisateurs qui utilisent le numérique et Internet? Et j'ai commencé du coup à me poser des questions sur la matérialité de ce lieu, de cet endroit immatériel. Et en même temps, dans mon école d'archi, on préparait les diplômes, on préparait les examens. Il y avait une panne de courant. Mon école d'archi, c'était à Paris, dans des vieux bâtiments en pierre. Donc, on se les cahiers graves. C'était en janvier, février. Et il se trouve que le seul endroit où il faisait chaud, c'est dans la salle informatique. Et en fait, les fenêtres étaient ouvertes et il n'y avait pas de radiateur. Donc là, je me suis dit, quand même, les ordinateurs, ça chauffe. Et du coup, je me suis posé la question, en fait, par rapport à ces constats-là, qui sont en fait assez simples, hein, le numérique, ça a un impact physique, ça a un impact énergétique. Et j'ai commencé à bosser sur comment récupérer. En fait, le gros titre, ça va être la récupération de chaleur des serveurs informatiques pour chauffer la ville. Mais l'idée derrière, en tant qu'architecte à l'époque, je m'étais dit, mais maintenant, les lieux de rencontre, c'est pas forcément, je sais pas, le marché du coin ou en tout cas l'espace public. C'est vraiment Internet et le numérique. Et en fait, c'est pas physique. Par contre, il y a de la chaleur qui passe quelque part et la chaleur, ça rassemble les gens. Donc, c'est hyper naïf comme vision. Mais dans l'idée, je m'étais dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne remettrait pas le data center, qui est ce lieu incroyable de rencontre en fait, de l'humain et de la société et des données au cœur du village? Donc, comment est-ce qu'on ne peut pas rendre le data center producteur de vie sociale? Donc, là, c'est complètement des concepts par rapport à tout ce qu'on vient d'entendre. Mais par contre, ça peut vous aider à comprendre où est-ce qu'on en arrive à faire la politique publique sur le numérique responsable et justement sur l'empreinte environnementale du numérique. Du coup, j'avais ce projet-là et je remercie, je vois qu'il y a Laurent Devim qui est là dans les spectateurs qui
Après mes études, j'ai sollicité pour faire une thèse sur ce sujet-là parce qu'à l'époque, c'était il y a 10 ans, c'était très difficile de parler de ce sujet-là. Donc, diplôme d'archi, j'ai eu du mal à l'avoir parce qu'à l'époque, on me demandait mais comment est-ce qu'on peut relier une livebox à un radiateur, enfin un truc un peu comme ça. Donc, autant vous dire qu'il n'y avait pas du tout d'acculturation sur ce sujet, ni dans le monde de l'urbanisme, ni dans le monde du numérique. J'essaie de trouver un métier dans l'archi sur ce sujet-là, ça n'a pas très bien fonctionné. Donc, du coup, voilà, j'ai fait d'autres choses. Et ce sujet-là m'a quand même bien titillé pendant super longtemps. Et du coup, je me suis retrouvée un peu par hasard à faire de la politique. C'est-à-dire qu'après avoir essayé de le faire de manière privée, donc j'ai bossé dans une start-up grenobloise qui travaillait justement sur des chaudières numériques, des data centers placés dans des chaudières pour préchauffer l'eau chaude sanitaire d'habitation, donc une récupération directe de la chaleur fatale des serveurs. Ça n'a pas très bien marché au début parce que c'était trop tôt. Et après ça, j'ai complètement fait autre chose et je me suis retrouvée à faire des ateliers citoyens pour co-construire le programme des municipales à Nantes il y a 2 ans. Et il se trouve qu'il y avait une place sur le numérique et sur cette vision du numérique, ce qu'on appelle maintenant le numérique responsable. Donc, ça, on pourrait en discuter pendant des heures et des heures, mais là, je ne sais pas si c'est l'endroit. Mais en tout cas, c'est comment est-ce qu'on tient en compte l'impact environnemental et social du numérique. Et du coup, je me suis dit, OK, de manière privée, c'est impossible. J'ai essayé, ça ne marche pas. Donc, on va essayer dans la politique publique, puisqu'en fait, on a vraiment besoin d'une politique sur ce sujet. Le problème maintenant, à l'heure actuelle, c'est que le numérique, c'est un sujet qui est vraiment traité de manière technique, alors que c'est un sujet qui est éminemment politique. Sur ça, je vais revenir après sur ce sujet-là, parce que j'aimerais en fait vous parler un peu des data centers. Là, je voulais réagir à ce que Gauthier avait dit et ce que Clément aurait peut-être dit s'il avait été là, parce que j'avais fait des recherches sur son travail et j'avais vu qu'il avait beaucoup parlé du data center de Marseille et il se trouve que j'ai appelé l'adjoint numérique de Marseille qui m'avait parlé de ce projet de data center. Et du coup, c'est quand même un sujet hyper intéressant. Donc, c'est un data center à Marseille. Il me semble que c'est Interaction. La problématique première, ça a été l'énergie. Donc là, on en a beaucoup parlé. En fait, ce n'est pas Enedis, ce n'est pas EDF qui installe les transfos, c'est Interaction. Donc, c'est quand même, là-dessus, il y a quand même un sujet politique hyper intéressant. C'est-à-dire que ce n'est pas l'acteur de l'énergie qui va installer l'infrastructure, c'est l'acteur du data center qui va installer l'infrastructure de l'énergie, qui est quand même une infrastructure hyper importante pour la société, pour les citoyens et qui, normalement, fait partie d'une délégation de service public. Donc, là-dessus, déjà, c'est un sujet qui est, je pense, on pourrait beaucoup en parler et c'est à noter. Ça rejoint ce que Gauthier aussi avait rappelé à propos de Saint-Denis, et c'est à l'époque de mon diplôme, j'en avais beaucoup entendu parler de ces data centers-là. Et il y a un sujet dans l'aménagement des villes, c'est qu'on n'anticipe pas effectivement toute l'énergie qui est demandée par un data center. Si on installe un data center quelque part, en fait, on ne va pas pouvoir développer un quartier à côté, des habitations qui vont demander de l'énergie, ou en tout cas, il va falloir vraiment le prévoir et ça demande des coûts qui sont super importants. Et pour travailler, pour voir les dessous de comment est-ce qu'en fait, on installe l'énergie auprès de nouveaux quartiers, par exemple, et comment on interagit avec les acteurs de l'énergie, c'est quand même pas simple. Donc là, c'est pas qu'un sujet de on va mettre un data center à un endroit, en fait, c'est un sujet de comment on pense la ville avec une infrastructure, en fait. Et ça, c'est quand même un sujet qui est super passionnant. Et pour revenir à celui de Marseille, ce qui était intéressant sur le projet de Marseille, c'est qu'en fait, ils ont réussi à l'installer à un endroit où il y avait, je crois, anciennement, c'était des industries ou une usine. Et en fait, il y avait un canal d'eau qui venait directement en fait, des montagnes, puisque Marseille, c'est un peu une vallée, voilà, c'est entouré de montagnes et d'autres sources des montagnes. Du coup, en fait, cette eau de source-là, cet ancien canal-là, il n'était plus utilisé et plus utilisable parce qu'il était pollué. Donc, du coup, ils se sont dit, on va l'utiliser pour un data center. Et là, en fait, il y a eu un projet intéressant.
Mais c'est un projet, ce n'est pas une pensée globale de l'aménagement urbain. Il se trouve que ça a été possible parce que les services de la ville de Marseille ont lié des liens avec, à travers d'autres sujets sur l'installation d'antennes, de fibres, etc. Ils ont lié des liens avec des opérateurs qui ont pu, de manière complètement, pas aléatoire, mais en tout cas, il y a eu des occasions de discussion. Donc, de discussion sur quels sont les atouts du territoire en local et comment on installe quelque chose qui sert à tout le monde. Donc ça, c'est juste pour dire que là, on a un beau projet, mais ce n'est pas forcément quelque chose de politisé ou de pris en compte par les élus ou les services, de se dire, OK, on met tout le monde autour de la table et comment on fait un aménagement du territoire avec les impératifs politiques qui sont imposés par le territoire, donc qu'ils soient environnementaux ou sociaux, et comment est-ce qu'on fait ensemble en sorte qu'ensemble, on décide de ça au même titre qu'on pourrait le faire avec des promoteurs ou avec d'autres aménageurs. Donc ça, c'est un premier sujet, et ça concerne l'impact environnemental, mais il y a un autre sujet autour des data centers et sur l'implantation de data centers sur un territoire. C'est en fait, moi, je repense aux data centers que j'avais vus, à l'époque, il y a 10 ans, c'était les grosses boîtes qu'on cachait dans un coin. Et en fait, pour des problèmes de sécurité, on se dit, on les éloigne de toute vie urbaine. Par contre, là, je repense je crois que c'est un data center de Equinix qui est à Saint-Denis. J'ai vu un projet, mais genre, waouh, un trop beau quartier avec des images 3D, avec Bruno Le Maire qui fait l'inauguration en grande pompe et tout. En mode, en fait, c'est à Saint-Denis et puis ça va être le nouveau projet du quartier, etc. Sauf que un data center, ce n'est pas un projet qui va animer un quartier, étant donné que ce n'est pas un projet, c'est pas un espace qui est poreux en fait, au reste de l'espace urbain. Quand on fait venir une entreprise sur le territoire, on se dit on va développer des commerces, il y a des gens qui vont venir travailler, on va pouvoir développer des réseaux de transport public, etc. Sauf qu'un data center, au prorata du mètre carré, il n'y a pas beaucoup de personnes qui y travaillent concrètement. Et du coup, ça mange du mètre carré pour pas beaucoup de retombées sur le territoire en direct, que ce soit en termes d'emploi ou en termes des retombées économiques ou de la dynamique locale. Donc ça, c'est un sujet que, du coup, si on est là pour parler de la ville et aussi du numérique, c'est un sujet que j'aimerais bien, je pense qu'il faut qu'on aborde, c'est comment est-ce que l'infrastructure du numérique devient un projet de ville, devient un projet d'une dynamique territoriale, et qu'on n'est pas en train de le subir avec tous les impacts dont on a parlé juste avant. Dans mes rêves les plus fous, on pourrait utiliser un data center pour faire des serres, pour faire un marché, etc. Et pour en tout cas faire en sorte qu'il y ait une porosité avec la vie urbaine. Ce qui m'amène à dire que la problématique du numérique à l'heure actuelle, c'est surtout la méconnaissance en fait de à la fois l'infrastructure, parce que c'est bien caché, parce que on nous dit bien que c'est dans le cloud, c'est hyper magique, il n'y a pas trop d'impact, ça vole un peu partout. Sauf que c'est pas vrai, Gauthier en a parlé, il y a un véritable... c'est assez faux et naïf de se dire ça. Et du coup, on a une problématique d'imaginaire commun. Et là, vraiment, je te rejoins sur ce sujet-là. C'est que je m'étais dit à l'époque, remettre le data center au milieu de tout ça et en faire quelque chose de la vie urbaine, de l'usage urbain, ça pourrait déjà permettre un imaginaire et en fait, un commun, un collectif urbain sur ce sujet-là. C'est-à-dire que en fait, on pourrait l'avoir face à nous et on comprendrait ce que ça veut dire. Donc, ça, c'était mon petit sujet sur les data centers. Je pourrais en parler pendant des heures, je pense que vous l'avez compris, mais je vais vite avancer. Et terminer pour qu'on ait un petit peu de discussion. En fait, je vais adresser plutôt, là, ça va être le côté plutôt élu et comment, en fait, on en est arrivé à faire une politique publique du numérique responsable, parce que ça, c'est un vrai sujet aussi. Là, moi, je suis là parce qu'en fait, on a eu une fusion de 2 listes au second tour des municipales. Moi, je viens d'une liste un peu écolo, assimilée écolo, qui portait cette vision-là. Et du coup, dans le programme commun, on a intégré cette vision-là du numérique.
Donc, du coup, on est arrivé, le début du mandat, c'est le débat 5G. Donc, effectivement, le débat 5G, c'était un débat un peu, je ne peux pas dire que c'était un débat pourri, mais en tout cas, c'était une situation compliquée. Et comment est-ce qu'on se sort d'un débat où il y a du pour, du contre, qui n'est pas très générateur de débat, qui en fait qui cloisonne et qui en plus nous est soutenu par la ville, qui n'avons pas la compétence de maîtriser cette infrastructure-là. Donc en fait, là où on est assez content de ce débat-là, c'est que ça nous a permis de mettre en place une politique publique du numérique responsable, parce que les gens ne se sont pas exprimés pour ou contre la 5G, mais ils ont donné une vision du numérique qui était plutôt portée sur quelque chose à impact positif, on va le dire comme ça. Donc ça nous a permis de bien asseoir la politique publique du numérique responsable. Et là, il faut savoir qu'en fait, le numérique responsable, dans les services, personne ne savait vraiment ce que ça voulait dire. Même au sein des élus, il n'y a pas forcément un consensus. On ne s'est pas posé autour d'une table en disant numérique responsable, ça veut dire ça. Et du coup, là, on a commencé un travail hyper important qui est en fait, de structurer les services sur ce sujet-là. Et on est une des seules collectivités, je pense, à ce jour, on a pris quelqu'un, un chargé de mission numérique responsable. Donc, c'est quelqu'un dans nos services qui réfléchit à ça. Et ce n'est pas un tech, ce n'est pas un mec qui va faire du green IT, qui va faire de l'éco-conception web. Ça va être quelqu'un qui va avoir une pensée globale. Donc ça, c'est super important parce que c'est la manière dont on peut intégrer le numérique et ses impacts dans la politique publique, c'est directement corrélé avec comment les services sont organisés et travaillent entre eux. Donc ça, c'est quand même un vrai sujet et il n'y a pas la solution. Là, pour un moment, on n'a pas une solution satisfaisante, mais en tout cas, on y travaille. Il y a un autre point sur lequel on va travailler, et là, ça, c'est pour essayer de toucher le bon impact, c'est la filière des D3E. Donc, on a un enjeu de structuration de filières de reconditionnement, recyclage, réparation et réduction aussi justement des équipements numériques. Donc, je suis nantais, je veux acheter mon smartphone reconditionné quelque part. Est-ce que j'ai une boutique qui est autre que la Fnac ou Recommerce ou Back Market et je veux le réparer? Est-ce qu'il y a les compétences sur le territoire, etc. Donc là, on a une vraie responsabilité de territoire de faire émerger des compétences sur ça, sur la réparation, réutilisation des équipements, puisque l'idée, c'est quand même d'essayer de rallonger la durée de vie au max des équipements pour éviter de peser sur le pôle du cycle de vie qui est la création, fabrication des équipements. Donc, on a ce sujet-là et je pense que ce qui est vraiment important, et ça, je vais terminer là-dessus, moi, j'ai des attentes. Il y a un vrai challenge sur comment est-ce qu'on a, quels outils on peut avoir pour se dire, OK, on veut créer un service numérique pour faire, de l'impact positif. OK, c'est le fameux 1 kg de CO2 dans le numérique, ça va en sauver ailleurs. Du coup, on développe plein d'outils numériques pour essayer de réduire des empreintes des empreintes, notre empreinte environnementale quelque part. Je dis OK, mais à quel moment est-ce qu'on pourrait avoir un tableau de bord sur lequel on a des outils qui nous disent, en fait, ton service numérique, il va te donner autant de... il va peser sur l'environnement et sur le social, parce que tout service numérique veut dire une augmentation de la fracture numérique aussi. C'est parce qu'on si on crée un nouveau service numérique, il y a des gens qui vont peut-être pas avoir envie de l'utiliser. Ça, il faut penser aussi à ça. Et du coup, à ce jour, dans la politique, c'est super difficile de se dire, là, on fait la tech for good, ça vaut le coup ou ça ne vaut pas le coup, et comment on oriente le curseur sur on crée du nouveau service numérique ou alors on n'en crée pas et on fait, ça fait partie de la sobriété, on n'a pas vraiment besoin, ce n'est pas utile. Et ça, c'est des communs politiques en fait, et même citoyens qu'on n'a pas encore créés. C'est la capacité à mettre le curseur et l'équilibre quelque part entre le tout numérique ou la solution technologique à une problématique sociale. Ça, c'est typique, ça arrive souvent dans la politique et c'est bien dommage. Mais comment est-ce qu'on fait pour se dire que créer un service numérique à cet endroit, ça vaut vraiment le coup, quoi. Je ne sais pas si c'était très clair. Comme c'est un sujet qui me passionne, des fois, je m'emballe. donc voilà, je vais terminer là-dessus pour laisser place aux échanges qui sont sûrement plus intéressants. Merci
Merci Louise. Alors, parmi les spectateurs et participants, certains ont demandé la parole. On ne va pas pouvoir vous donner la parole directement parce qu'on n'a pas assez de temps et ça serait très difficile à gérer. On va essayer de reprendre un certain nombre de questions qui ont été posées dans le fil de la discussion. Alors, le dialogue n'est pas facile puisqu'on a eu une première intervention qui vient d'un chercheur et qui porte sur l'impact environnemental des infrastructures du numérique et pas simplement l'impact carbone des services numériques dédiés aux collectivités. Et puis avec Léa Mananti, on avait la version opposée, c'est-à-dire une représentante d'une entreprise et pas n'importe laquelle qui nous a présenté le point de vue de son entreprise sur l'impact carbone des services que cette entreprise développait, avec un point à un moment donné sur l'effort fait pour diminuer l'impact carbone des data centers sur lesquels s'appuyait l'entreprise. Alors, il y a eu plusieurs questions dans le chat à partir de cet exposé, Léa, notamment sur les engagements de Google que vous avez présentés, les engagements verts de Google, de quand datent-ils? Quelles sont les incitations qu'il y a dans l'entreprise dans cette direction-là? Quelles sont les études qui permettent à Alphabet de dire que l'entreprise a effacé son empreinte carbone, et un certain nombre d'observations sur l'importance de la transparence, de la mise à disposition de données, de l'accès aux résultats d'études, point qu'avait aussi soulevé Gauthier dans son introduction et dans sa conclusion, pour pouvoir débattre de ces questions-là. Donc peut-être que vous pourrez nous répondre là-dessus, Léa. Puis une question peut-être plus à Gauthier sur l'incertitude de moyen terme, en disant, mais est-ce que s'il y a de l'incertitude, on ne peut pas élaborer du coup des scénarios en alternative, un peu comme le fait le GIEC? Est-ce que c'est impossible dans le domaine des impacts du numérique? Et donc, on attend votre réponse là-dessus. Et puis, concernant l'intervention de Louise Viala, il y a moins de questions directes, puisque l'intervention de Louise était justement en réaction aux deux premières interventions, mais on comprend bien à l'issue des trois exposés que par rapport à une discussion qu'on aurait pu y avoir il y a encore 5 ans, 6 ans sur le sujet, la question de l'impact environnemental du numérique aujourd'hui conduit à poser des questions extrêmement concrètes et à disposer déjà, si ce n'est de données, mais d'observations ou de retours d'expérience qui montrent la matérialité et la localisation de questions qui, il y a encore 5-10 ans, étaient posées, mais renvoyaient à des mesures d'ordre très général au niveau de la planète et qui ne donnaient pas prise aux acteurs locaux, aux acteurs territoriaux. Or, aujourd'hui, on voit qu'il y a des prises, même si ces prises ne relèvent pas que du niveau local. Et vous l'avez rappelé, Louise, il y a des choses qui relèvent de la collectivité, il y a des choses qui relèvent d'une régulation nationale ou internationale. Donc, je m'arrête là pour le lancement de la discussion. Je vous laisse réagir, peut-être Léa Mananti en premier, Gauthier en second et Louise en troisième. Puis Antoine, je te repasse la main pour la suite. Très bien. Écoutez, alors pour commencer déjà, je préfère préciser que je ne suis pas spécialiste des sujets de développement durable chez Google Cloud, hein. Il y a des personnes qui sont vraiment spécialisées sur ces sujets en interne, donc je vais essayer de répondre voilà, dans la mesure de mes capacités. Je vous ai mis un petit lien dans le chat qui renvoie à un autre site web en fait qui traite sur tous ces sujets de développement durable, où vous pouvez, je pense, retrouver pas mal d'informations, dont un livre blanc qui a été publié, qui est publié chaque année, hein, et qui retrace notamment toutes les activités et toutes les démarches qui sont faites en ce sens.
voilà, l'engagement sur ces politiques de développement durable sont très présentes chez Google et depuis plusieurs dizaines d'années. Je pense pouvoir dire qu'on a été très en avance en tant qu'acteur privé sur tous ces sujets-là. Et parce qu'on a aussi conscience que c'est vraiment aussi un intérêt marqué pour nos clients, hein, et aussi en différenciant. Et puis parce que je pense que l'entreprise au global a aussi conscience de son impact et souhaite le réduire. Alors, pour ce qui est, je crois avoir vu des questions sur comment on peut effacer son bilan carbone, hein. Donc, alors, comment ça a été mesuré, ça, je serais bien en peine de vous répondre. Mais ce que je voulais dire, hein, c'est que Google ne rachète pas des crédits carbone, mais a vraiment une politique d'investissement dans la création d'énergie décarbonée. Et ce, partout dans le monde, c'est un des principaux investisseurs mondiaux sur le sujet. Et c'est quelque chose dont on ne fait pas forcément beaucoup la publicité, qui est méconnu, mais qui est quand même, quand même très marquant. Voilà. Et puis ensuite, on publie aussi pas mal de livres blancs ou d'indications pour essayer aussi en termes d'usage, hein, de réduire cet impact carbone. Par exemple, aujourd'hui, quand vous utilisez la plateforme Google Cloud, ça c'est une nouveauté, hein, vous avez un indicateur de la consommation de CO2 qui est faite, hein, par votre utilisation. Donc, ça permet aussi à chaque utilisateur de se rendre compte de ce que ça émet. Et par ailleurs, on a aussi d'autres politiques, hein, par exemple, en interne, c'est des petites choses, hein, mais pour vous citer quelques exemples. Par exemple, nous, en interne, tous nos mails sont effacés tous les 18 mois. Parce que c'est aussi tout ce stockage, ça crée, ça consomme de l'énergie. Voilà, on nous encourage aussi à ne pas avoir trop d'onglets ouverts en même temps. Enfin, c'est plein de petits gestes aussi qui font partie de la grande démarche, des différentes démarches de Google pour le développement durable. Voilà, je sais pas si ça répond aux questions. Merci beaucoup. On n'a pas beaucoup de temps, donc c'est une réponse. Voilà, nous l'entendons, nous la recevons. Gauthier, sur la question de l'incertitude et des scénarios. Oui, en fait, l'incertitude, elle est liée à plusieurs choses. Enfin, et d'ailleurs, aujourd'hui, on voit beaucoup de chiffres dire l'inverse, enfin, le tout et le contraire sur différentes échelles du secteur, etc. En fait, l'incertitude, premièrement, elle vient du fait qu'on n'a pas accès à des données ou de façon très parcellaire. Donc, si on a des chiffres, des estimations en sortie qui sont très variables, c'est parce que d'un côté, on a en input, on a des données qui sont trop différentes. Aujourd'hui, les données ouvertes, c'est les données qui sont vieilles. Les données de bonne qualité, c'est les données qui sont fermées. Pour des raisons de secret des affaires, parce que c'est un secteur hyper concurrentiel. Il y a plein de raisons d'expliquer pourquoi c'est fermé, et aussi qu'on n'a pas de régulation qui amène à l'ouverture des données. Et aussi, parce que pour des questions d'extraterritorialité, on ne peut pas forcer, par exemple, un acteur américain à ouvrir des données, même si leurs activités sont sur notre territoire. Donc, la première chose, c'est ça. La deuxième chose, c'est qu'en effet, les usages numériques, c'est d'une grande complexité à modéliser dans le futur. Donc, pour réduire l'incertitude, en fait, il faut réduire l'échelle de ce qu'on observe. En tout cas, c'est une technique possible. En l'occurrence, moi, je ne fais pas du tout de global, ça ne m'intéresse pas du tout. Je fais du territorial. Je prends une échelle territoriale donnée. Alors, parfois, c'est national, mais par exemple, j'ai fait une analyse environnementale, une analyse de l'impact environnemental des usines de semi-conducteurs à Taïwan. Le périmètre, il est restreint. S'il y a une île, c'est plus facile à compter. Et du coup, je peux voir en valeur absolue comment se développe un secteur industriel par rapport à l'industrie en général et par rapport au niveau national. Mais alors, j'ai aussi une mission qui commence pour faire l'analyse environnementale des impacts positifs et négatifs de la numérisation dans la région Grand Est, pour l'ADEME. Donc là, je veux aussi avoir un segment territorial qui se restreint. Et typiquement, lorsqu'on fait la projection sur l'impact de la télémédecine,
où en fait les méthodes de calcul sont extrêmement généralistes sur des données agrégées moyennées au niveau global. Là, on va tout de suite arrêter. Du coup, on va regarder en fait la distance entre les hôpitaux et les foyers de la région Grand Est. Enfin, on va beaucoup plus contextualiser les données pour comprendre quelles sont les possibilités et surtout voir en fait si c'est vraiment utilisé. Enfin, si pour le peu que votre région devienne un des nouveaux Eldorados des crypto-monnaies, il faut aussi qu'on le modélise, nous, dans les scénarios futurs, par exemple. Donc, en fait, moi, mon conseil, c'est qu'il faut réduire le scope. Et ce qui est un problème conceptuel très fort, c'est que la numérisation est vendue comme quelque chose qui a un effet global et potentiellement similaire partout sur Terre ou partout partout où c'est déployé, alors qu'en fait, pas du tout. Une solution technologique appliquée dans un contexte culturel, politique et économique a des effets qui sont différents à chaque fois, et du coup qu'on doit restreindre aussi à des aires qui sont forcément plus petites. Donc c'est à l'encontre même de l'idée comme quoi la numérisation aurait un impact global et similaire partout sur Terre. Mais, merci. Voilà, il est 10h30. Désolé, on n'a pas eu beaucoup de temps de discussion comme la fois précédente, parce qu'on a eu des intervenants qui ont eu des propos denses et étendus. Antoine, tu veux compléter, ajouter un mot? Non, je veux surtout remercier à la fois tous les intervenants et les participants. Désolé pour effectivement le débat restreint. Et peut-être du coup rappeler que c'est un cycle de webinaires et qu'on a un prochain webinaire qui est prévu le 21 avril et qui portera plutôt sur la question des données et de l'impact du coup de la numérisation et de la production de données sur notamment le secteur de l'immobilier. Et on vous enverra les invitations. Aussi, donc on mettra, enfin en tout cas, si tu es d'accord François, les différents liens et documents qui ont été présentés et cités par les intervenants sur le site du PUCA pour avoir des informations complémentaires. Tout à fait. Et puis, donc, nous ferons aussi une synthèse des propos tenus lors de cette séance. Et l'idée aussi, en tout cas du côté du PUCA, c'est de retirer des interventions et des questions du chat un certain nombre de pistes de travail pour lancer les travaux de recherche l'an prochain sur le sujet. Donc, ça n'est qu'un rendez-vous et non pas un moment définitif sur le sujet. Merci en tout cas aux intervenants et aux participantes et participants qui nous ont suivis durant ce webinaire d'1h30, un petit peu dense et un petit peu pas de course. À bientôt.